Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Amis téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de la balade des génies. Bienvenue également à nos 3P. Je veux nommer nos participants que je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Bienvenue également à nos partenaires, mais aussi et surtout à ce charmant public venu nombreux aujourd'hui assister à ce match. Aujourd'hui, nous allons avoir droit tout simplement à l'entrée en lice des champions en titre de la dernière édition. Alors, comme on le dit souvent à tout seigneur, tout honneur, je vous demande d'accueillir chaleureusement le lycée Blaise Diagne. Blaise Diagne, bonsoir. Bienvenue. Et bonne chance. Face à eux se dresseront des outsiders et pas des moindres, le lycée Birago Diop, sous vos applaudissements. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Prêt à relever les défis? Bonne chance. Merci. Nos deux équipes s'opposeront aujourd'hui sur un sujet libellé ainsi qu'il suit. Le chômage en Afrique est-il de la responsabilité exclusive des États? Donc c'est ça le sujet autour duquel vont s'affronter nos deux équipes. On va donc retourner à une configuration beaucoup plus classique. Et donc aujourd'hui, nous aurons droit à une équipe qui défendra l'affirmative et une autre qui défendra la négative. À l'affirmative, le lycée Birago Diop, pour défendre la thèse selon laquelle le chômage est de la responsabilité exclusive des États. Et du côté de la négative, nous retrouverons le lycée Blaise Diagne qui donc se chargera de leur apporter la réplique. Avant de laisser les débatteurs faire ce sur quoi ils excellent, je m'en vais juste rappeler les critères qui vont présider à la notation comme d'habitude. Le premier critère est celui de la tenue. Comme je le répète souvent, c'est votre comportement par rapport à ce pupitre, cet objet avec lequel vous devez vous accommoder dans le cadre de votre prise de parole en public. Le second critère est celui de l'éloquence. Comme je le dis toujours, je ne vais pas avoir la suprême prétention de vous apprendre ce que c'est que d'être éloquent. Je sais que vous l'êtes et que vous nous en ravirez certainement à l'occasion de vos prestations. Le troisième critère est celui de la maîtrise du sujet pour voir si nos débatteurs restent dans le sujet qui leur est donné. Le quatrième critère, et pas des moindres, aussi difficile à prononcer qu'à respecter, est celui de la scientificité qui se charge tout simplement de vérifier les sources que les débatteurs évoquent à l'appui de leurs arguments pour donner justement plus d'autorité à ceci. Et enfin, pour finir, il y a le critère de la gestion du temps, l'épineuse question de la gestion du temps, ici pour vérifier si nos débatteurs savent tenir un discours dans le temps qui leur est imparti. Pour rappel, le temps est de 5 minutes et dans l'idéal, vous devez faire 5 minutes pile poil, pas un dépassement. Il ne faudrait pas également être en deçà du temps qui vous est imparti. Si vous êtes au-delà du temps qui vous est imparti, vous vous exposez à une pénalité. Et si vous êtes également en deçà du temps qui vous est imparti, autant pour moi, vous vous exposez à une pénalité qui sera appréciée en fonction de la gravité du dépassement tout simplement. Donc voilà les critères sur lesquels vous serez jugé, vous serez lorgné par le jury, en vous réitérant mes vœux de bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne. Merci. Chers membres du jury, chaleureux public, distingués invités, je me présente, je m'appelle Anna Konaté, élève en seconde L au lycée d'excellence privée Birago Diop, ici présente avec mon très cher coéquipier Omar Mamba Girassi en classe de première L. Nous sommes aujourd'hui ici à la question de savoir si le chômage en Afrique est de la responsabilité exclusive des États. Nous répondrons à l'affirmative.
Le chômage en tant que tel déjà est une situation dans laquelle une personne active cherche du travail mais ne trouve pas de poste. Ce phénomène est malheureusement très présent en Afrique, surtout dans le cas des jeunes, car avec 77% de jeunes en Afrique, 60%, je dis bien 60%, sont en chômage. C'est-à-dire que seulement 17% des jeunes travaillent ou un emploi. Et cela est très alarmant. Et cela n'arrange en rien malheureusement le développement de ce continent très pauvre et très endetté. L'État, quant à lui, est le pilote de la société. Il doit s'assurer Il doit veiller à la justice, s'assurer un bon fonctionnement du pays pour tous ses citoyens. Cela inclut de fournir des services de base comme la santé, l'éducation, la sécurité et le maintien de l'ordre public. Il doit aussi promouvoir le développement économique, attirer les investissements et créer un environnement propice à la création d'emplois. Premièrement, l'État africain fait face à une éducation décalée, c'est-à-dire un manque de formation pratique, un curriculum non aligné, ce qui veut dire, plus précisément, ce qui veut dire que les compétences acquises par les étudiants ne correspondent pas aux compétences dont le marché de l'emploi a besoin. Et deuxièmement, l'État détient un rôle régulateur crucial tant sur le plan économique que politique. Il a le pouvoir d'affecter la dynamique du marché de l'emploi grâce à des politiques et des réglementations adaptées, telles que l'optimisation de la fiscalité pour inciter les investissements des entreprises ou l'allocation de fonds pour des programmes de formation visant à accroître l'employabilité. Je vais donner un exemple du Nigeria. Au Nigeria, il y a souvent un décalage entre les compétences acquises par les étudiants et les besoins du marché concernant le programme scolaire. Toutefois, l'appropriation des stratégies de l'État par les populations est indispensable à la réussite de tous les projets de société, y compris en matière de lutte contre le chômage. Je vais vous aussi donner un exemple très simple. Un jeune au Sénégal peut venir faire des études scientifiques et se retrouver agriculteur. Cela n'est pas normal, car l'État ne spécialise pas les jeunes. C'est pour ce qui pousse les jeunes à aller dans d'autres pays, migrer là-bas, car ils aspirent à une meilleure vie là-bas, je vais dire. Bon, après cela, j'aimerais aussi dire que j'ai rappelé le rôle de l'État. Et ne pas dire que l'État n'est pas responsable de la situation du chômage de ces jeunes, du chômage en Afrique, n'est pas... J'aimerais dire que l'État est responsable est exclusivement responsable du chômage des jeunes en Afrique. Du chômage en Afrique. Car déjà, lorsque j'ai rappelé les rôles, j'ai dit aussi que l'État a le devoir de promouvoir le développement économique et attirer les investissements et aussi de créer un environnement propice à la création d'emplois. Et les jeunes n'ayant pas vu cela dans l'État sont obligés de quitter quitter l'État africain pour aller dans d'autres terres occidentales pour créer une meilleure vie. Merci, c'était... Auguste Assemblée, nous exprimons nos salutations les plus distinguées. Cet attractif cadre est l'auditorium de la place du souvenir africain. Je me nomme Fatima Touboumou, élève en classe terminale L2 au lycée Blaise Diagne.
Nos remerciements aux organisateurs de cette compétition et leurs partenaires pour cette opportunité. Priez pour ces braves messieurs et dames. Cette initiative est superbe, chers élèves. Notre sujet est: le chômage en Afrique est-il de la responsabilité exclusive des États? Le chômage peut se définir comme un état de déséquilibre du marché du travail caractérisé par une infériorité d'offres de travail par rapport à la demande de travail. Oui, avouons-le, l'Afrique constitue un des continents les plus touchés par cet état. D'ailleurs, selon le site Trending Economics, la Bosnie-Herzégovine a plus de chômeurs en Europe avec 13,1%, l'Haïti en Amérique avec 14,8%, la Palestine en Asie avec 24,7%, alors qu'en Afrique, 16 pays ont un taux de chômage tournant entre 15 et 33%. Tout de même, dire que les États africains en ont la responsabilité exclusive implique qu'ils sont les seuls partis responsables de ce chômage. Honorable Assemblée, le chômage en Afrique a certes des causes endogènes, mais laisse entrevoir d'autres exogènes. Sous ce postulat à la question, le chômage en Afrique est-il de la responsabilité exclusive des États? Nous répondons par non, ici et maintenant. Nous en voulons d'ailleurs pour preuve Mo Ibrahim, entrepreneur et homme d'affaires anglo-soudanais qui soutenait: les États africains sont confrontés à des défis multiples, mais attribuer la totalité de la responsabilité du chômage à leur gouvernance serait simpliste et injuste. Chers interlocuteurs, les causes du chômage sont également externes. Elles peuvent inclure les fluctuations économiques mondiales, les politiques commerciales défavorables, les crises financières internationales, etc. Les fluctuations économiques mondiales ont accentué le taux de chômage en Afrique. Elles ont entraîné une réduction de la demande mondiale pour les produits africains. Cette tendance nuit aux exportations et l'emploi en Afrique. Pour justificatif, le rapport du FMI d'octobre 2023 stipule: les récessions mondiales ont historiquement affecté les économies africaines en réduisant les flux commerciaux et les investissements étrangers, entraînant une augmentation du chômage. Par ailleurs, les politiques commerciales défavorables, telles que les barrières tarifaires et non tarifaires imposées par les pays développés, sont à citer. Elles limitent l'accès aux produits africains. À titre illustratif, les subventions agricoles dans l'UE aux États-Unis rendent les produits africains moins compétitifs sur le marché mondial. Par conséquent, les industries locales sont affectées. C'est pourquoi Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a affirmé: les politiques commerciales restrictives dans les pays développés ont un impact négatif sur les économies africaines en limitant leurs possibilités d'exportation. Honorables auditeurs, 300 secondes ne sauraient suffire pour montrer que les États africains ne sont point exclusivement responsables du chômage en Afrique. Néanmoins, nous le clamons haut et fort: les États africains n'ont pas l'entière responsabilité du chômage en Afrique. Nous ne saurions terminer sans citer l'impact des crises financières. Elles réduisent les flux de capitaux car, augmentant le coût du crédit et décourageant les investissements étrangers, cette situation entraîne une augmentation du chômage. Par exemple, la crise financière mondiale de 2008 a eu un impact significatif sur l'Afrique, avec une contraction économique et une augmentation du chômage dans de nombreux pays. La responsabilité du chômage en Afrique ne peut être entièrement imputée aux États africains. Tabou Mbeki, alors membre du Congrès national qu'il présidait pendant 20 ans et président de la République d'Afrique du Sud de 1999 à 2008, s'écriait: accuser uniquement les États africains du chômage revient à ignorer les défis structurels hérités de l'histoire coloniale et les pressions exercées par les puissances économiques mondiales. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras, disait Abdoulaye Wade.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Omar Mamba Girassi. Je suis représentant du lycée privé d'excellence Birago Diop. Et je vous expliquerai en des termes et avec des arguments concis mais tout à la fois précis que le chômage en Afrique est de la responsabilité exclusive de nos dirigeants africains. Selon une étude menée par la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. 60%, ce n'est pas une statistique à négliger. Ce n'est pas une donnée à oublier. Donc, nous remarquons que les jeunes sont désespérés et déterminés à lutter contre un destin bien trop souvent inévitable dû à l'incompétence de nos États africains. Ces dirigeants, eux, qui se proclament ou se glorifient d'avoir injecté des centaines de milliards pour lutter contre le chômage. Ma question est simple. Où sont passés ces centaines de milliards? Où sont passés ces milliards? Donc, nous remarquons que la gestion de l'enveloppe budgétaire est très mal négociée par les dirigeants de l'État. Ce qui pousse nos jeunes confrères, nos jeunes étudiants, nos jeunes Africains à migrer vers d'autres pays européens ou plus développés. Malheureusement, c'est justement ces jeunes-là qui allaient construire notre économie. C'est justement ces jeunes-là qui allaient développer nos pays africains. Malheureusement, où sont-ils? Ils ont pris la voie maritime ou souvent la voie du désert. 500 morts, ce n'est pas à négliger, encore une fois. Seulement entre le mois d'octobre et de novembre dernier 2023. L'État a ses morts dans sa conscience. L'État doit avoir ses morts dans sa conscience. Donc, nous remarquons déjà que le chômage entraîne l'immigration vers d'autres pays, l'immigration clandestine, l'immigration par d'autres moyens, etc. L'État a la responsabilité de créer un environnement favorable aux entreprises et à l'investissement en mettant en place des politiques économiques stables et prévisibles. Pourquoi je dis stable? Car une économie qui n'est pas stable, les jeunes vont chercher ailleurs, plus stable, c'est-à-dire en Europe ou dans les pays développés. Trouvez-vous normal qu'un jeune fasse 13 mois de chômage sans pour autant être rémunéré? Non, moi je ne trouve pas ça normal. Et pourtant, c'est le cas de certains qui font des années de stage sans être rémunérés ou ils sont rémunérés à hauteur du transport. C'est le cas de beaucoup de nos jeunes confrères sénégalais, de nos jeunes confrères congolais, de nos jeunes confrères Omar Sow, Milan Faye, deux personnes qui ne se connaissent sans doute pas, mais leur destin est lié ou leur vie professionnelle se ressemble énormément. Omar Sow, détenteur d'un doctorat en droit public, se retrouve à construire des pavés aujourd'hui. Milan Faye, elle qui est titulaire d'un Master 2 en SVT, aujourd'hui se retrouve à gérer un multiservice. La faute à qui? La faute à nos États ou à nos dirigeants incapables. Donc, pour moi et pour plusieurs autres personnes, l'État doit revoir sa politique de jeunesse et sa politique d'emploi. Merci beaucoup de votre attention. Auguste et attentif auditoire de l'auditorium. Bonsoir.
en terminale S2 au prestigieux Blaise Diagne et mon nom Khalid aussi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour aborder un sujet qui transcende les frontières nationales et résonne au cœur de tout citoyen africain, le fléau du chômage. Mesdames et messieurs, nos éminents professeurs disent souvent que la répétition est pédagogique. Pour ne point déroger à cette règle, nous vous répétons notre sujet du jour. Le chômage en Afrique est-il de la responsabilité exclusive des États? À cette question, notre réponse est non. Adorables interlocuteurs, qui de nous ignore cette crise économique, politique et sociale mondiale? Qui de nous ignore que cette crise est consécutive au changement climatique, aux conflits internationaux armés, tête aux pandémies? Qui de nous ignore que les économies, les politiques et les sociétés mondiales sont interconnectées? Charmant public. Cette interconnexion fait que la crise façonne le quotidien et l'avenir du monde. L'Afrique, continent vulnérable, voit inéluctablement son quotidien et son avenir façonné. Ces phénomènes précités exacerbent le fléau du chômage et sapent les perspectives économiques de millions de personnes. Ainsi, nous réitérons nos propos. Les États africains ne sont pas exclusivement responsables du chômage en Afrique. Nous le clamons haut et fort, le changement climatique accentue le chômage en Afrique. D'ailleurs, le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, l'a confirmé en ces termes. Le changement climatique aura des répercussions profondes sur les économies et les modes de subsistance, entraînant une augmentation du chômage et de la pauvreté. Concernant le climat, les sécheresses et les inondations perturbent les modes de subsistance agricole et détruisent des infrastructures essentielles. Des emplois dans le secteur primaire parmi tant d'autres sont perdus. À titre illustratif, les sécheresses récurrentes en Afrique australe ont entraîné la perte des moyens de subsistance des agriculteurs. Elles ont également impacté l'agroalimentaire et la transformation des produits agricoles. Inévitablement, une augmentation du chômage dans ces secteurs en est la conséquence. D'autre part, les conflits internationaux armés, comme la guerre russo-ukrainienne, ont des répercussions économiques allant au-delà des frontières directement concernées. Oui, évidemment, ils contribuent au taux de chômage élevé en Afrique. Ces conflits entraînent une instabilité mondiale. Ils perturbent les échanges commerciaux et les investissements. Et dans ce cas, les économies africaines dépendantes des importations et des exportations faiblissent. L'illustration la plus pertinente est consécutive aux fluctuations des prix du pétrole et du blé en raison des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. L'économie africaine qui est embryonnaire en a subi les conséquences. C'est même là toute la pertinence de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait « Les conflits armés entraînent un cycle de pauvreté et de sous-développement, créant un terreau fertile pour le chômage et l'instabilité économique. » Il convient également de mentionner les pandémies, telles que la crise du Covid-19. Le Covid-19 a exacerbé les défis économiques en Afrique. Mais très cher, les pandémies ne sont pas seulement des crises sanitaires, mais aussi des crises économiques et sociales. Les mesures et les restrictions ont mis à genoux divers secteurs et ont entraîné des pertes d'emplois et par conséquent une augmentation du chômage. En Afrique du Sud et au Nigeria, vous l'avez souligné, mademoiselle Anna. En Afrique du Sud et au Nigeria, par exemple, le tourisme et l'hôtellerie, des moteurs de croissance économique et de création d'emplois, ont été touchés. Des millions de travailleurs ont perdu leurs emplois. Les inégalités sociales et économiques déjà existantes se sont aggravées. Chers co-débatteurs, le changement climatique, les conflits internationaux armés et les pandémies, pour ne citer que cela, sont des forces interconnectées qui alimentent la crise du chômage en Afrique. En conclusion, alors que mes adversaires s'accrochent à une vision simpliste de la responsabilité étatique, je préfère embrasser la complexité de la réalité africaine. Le véritable progrès dans la lutte contre ce chômage ne viendra pas des débats stériles sur les blâmes, mais de l'engagement collectif à créer un avenir où chaque individu a les moyens de réaliser son plein potentiel. Aux défenseurs de l'affirmative, je lance le défi de sortir des chantiers battus de la rhétorique partisane et de se joindre à nous dans la quête d'une véritable solution pour l'Afrique. À la lumière des propos qui ont été avancés, je résiste sur ma position. Le changement climatique, les conflits internationaux armés, les pandémies sont des forces interconnectées qui alimentent la crise du chômage en Afrique. Merci pour votre aimable attention.
Amis téléspectateurs, bonsoir et soyez de nouveau les bienvenus pour la synthèse de ce match de haute facture qui a opposé le lycée d'excellence privé Birago Diop au lycée Blaise Diagne. Alors je vais commencer, comme je le fais d'habitude, par féliciter les deux équipes tout simplement pour la qualité des prestations qu'elles nous ont fournies. Je pense que sans préjuger du résultat, on peut dire sans souci qu'on a eu droit à un match de haute facture. Donc vos applaudissements pour les deux équipes. Ceci étant dit, toute œuvre humaine étant perfectible, nous allons voir tout simplement là où par moment le bas a blessé, d'un côté comme de l'autre. Donc on va commencer par l'équipe qui se situe du côté de l'affirmative, le lycée d'excellence privé Birago Diop. Donc c'est mademoiselle Anna qui a ouvert le bal. Alors elle a commencé par un peu planter le décor en nous faisant état des définitions par rapport au chômage. Donc avant de passer à son argumentaire qui avait vocation à défendre la thèse selon laquelle l'État est le responsable exclusif du chômage en Afrique. Sauf que, en fait, le premier reproche que je vais vous faire par rapport à cet angle d'approche-là, c'est que vous ne vous êtes pas appesanti sur la notion d'exclusivité, tout simplement. Alors qu'elle constituait un peu la cheville ouvrière, en quelque sorte, comment dirais-je, de ce match, en quelque sorte. Donc, dire si l'État est responsable du chômage et si l'État est responsable de manière exclusive du chômage, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une nuance entre les deux. Il fallait donc établir tout simplement une définition, un cadrage, mais toujours, c'est un conseil que je donnerai également aux autres équipes. Lorsque vous définissez les termes d'un sujet, il faut toujours les définir d'une manière à conforter votre position. Donc vous, votre rôle était de nous trouver une définition d'exclusive qui enfonce un peu plus l'État et qui justement conforte un peu plus votre thèse. Malheureusement, vous nous avez fait état d'une définition du chômage, de ce qu'on peut entendre par une situation de chômage, mais pas de ce qu'on entendait par l'adjectif exclusif. Pour ce qui est des arguments, je vais en venir après aux remarques de forme. Pour ce qui est des arguments, les arguments étaient relativement bien cadrés. Alors, Anna est revenue sur le fait que l'État est le pilote de la société, ce qui est vrai. Donc, l'État a la responsabilité de promouvoir le développement économique, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc, c'était un argument attendu et sur lequel vous avez bien fait d'insister, puisque l'État a la direction tout simplement des politiques publiques. L'État a la direction, a la responsabilité du chômage. C'est à l'État de faire en sorte que le fléau du chômage puisse trouver des solutions grâce à son action et grâce principalement aux politiques publiques. Et malheureusement, on peut constater de ce point de vue-là qu'il y a une certaine défaillance des politiques publiques qui sont relatives à l'emploi en Afrique, qui sont frappées d'inefficacité, d'inefficience et tout simplement qui ne répondent pas aux aspirations de la jeunesse face au chômage. En termes d'autres arguments, bon, c'était principalement ça en fait. Le reste des arguments a tourné autour de cet aspect-là des choses. Maintenant, pour ce qui est... Non, elle a évoqué un autre argument par rapport au manque de formation. Là également, c'était un argument qui est bien vu, puisque, comme le disait Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la doit, mais l'instruction, c'est l'État qui a le devoir de la faire. Donc, cette instruction-là est de la responsabilité de l'État et c'est cette instruction-là qui, en amont, peut permettre aux jeunes qui sont passés par là d'être habilités, en tout cas, à être prêts pour le marché de l'emploi. Mais justement, si à la base, il y a un manque de formation, comme l'a souligné Anna, nécessairement, cela va créer ce qu'on appelle un effet domino. Et donc, un jeune qui n'est pas formé déjà ou qui est mal formé ne pourra pas aspirer tout simplement à un emploi décent. Et ça, c'est effectivement, comme le relevait le lycée Birago Diop, de la responsabilité de l'État. Maintenant, du point de vue de la forme, chez Anna, la première recommandation à vous faire, c'est que vous avez eu beaucoup de mal avec la gestion du stress. Donc vous avez stressé, vous avez en quelque sorte eu des passages à vide et ça s'est ressenti sur votre prestation. Alors, le stress, tout va dépendre de l'appréhension que vous en avez. Dites-vous que tout orateur qui parle en public a le stress. Ça déjà, ça peut vous permettre d'abord de mieux aborder le stress. Je peux sembler très à l'aise lorsque je parle en public, mais le stress n'est rien d'autre qu'une réaction normale et physiologique de votre corps. Lorsque vous prenez la parole en public, nécessairement, vous n'êtes plus dans les mêmes conditions dans lesquelles vous étiez, par exemple, si vous êtes assis ici à contempler. Donc, ce changement de condition-là détermine un changement physiologique dans votre corps. Et le stress, on doit la concevoir comme rien de plus, rien de moins qu'une montée d'adrénaline. La montée d'adrénaline, c'est ce qui va faire que votre cœur va battre plus vite.
vous aurez l'impression d'avoir les mains moites, mais tout cela, c'est une réaction de votre corps, c'est normal. Donc déjà, dans l'appréhension du stress, il faudrait faire des efforts dans ce sens-là pour se dire que c'est une situation normale. Et surtout, si vous parvenez à la gérer comme il faut, vous verrez que ça ne dure que quelques instants. Au minimum, les 30 premières secondes de votre prise de parole, vous allez stresser, mais à la fin, si vous parvenez à bien l'appréhender, vous allez dérouler comme sur des roulettes. Ensuite, les autres remarques de forme. Il y a eu chez vous ce qu'on appelle des gestes parasites. Donc, vous êtes à plusieurs reprises, et peut-être vous ne l'avez pas remarqué parce que ce sont des gestes subtils. Et souvent, l'autre auteur ne le remarque même pas. Vous êtes touché à plusieurs reprises les cheveux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gestes parasites. Ça, justement, ce sont des gestes qui trahissent chez l'orateur un certain stress, une certaine anxiété. Et donc, se toucher les cheveux par moment montre que vous êtes en train, en quelque sorte, de chercher un secours chez vos cheveux. Donc ça, il faudrait le bannir tout simplement. Donc il faudrait avoir une posture beaucoup plus élégante en public et éviter les gestes parasites qui sont revenus. Je l'ai relevé 3 fois chez vous lorsque vous touchez les cheveux. Et enfin, je pense que ce sera la dernière remarque de forme sur laquelle je vais m'appesantir, c'est la dépendance au support. Donc, vous êtes toujours autorisé, comme je l'ai dit, à avoir votre support, mais vous n'êtes tout simplement pas obligé de dépendre de ce support-là. Sinon, l'art oratoire risque d'être tout simplement un exercice de restitution, une lecture, ce qui va enlever tout charme à cela. Donc, ça, c'était de manière globale pour le passage de Anna. Toujours du côté de l'affirmative, Omar Mamba Girassi, Jolino, au passage, a pris le relais. Et donc, lui aussi, il a commencé par ce que je reprochais tantôt à Anna, les gestes parasites. Dès votre entrée en matière. Et toujours, il faut garder de vue ce que Bertrand Perrier dit dans son livre « La parole est un sport de combat ». Un orateur est d'abord vu, ensuite entendu et enfin seulement compris. Vous êtes d'abord vu. Donc, il faut soigner l'image que vous avez, comment dirais-je, à première vue devant ce pupitre-là. Et malheureusement, vous êtes entré direct sur un geste parasite. Les mains croisées. Donc ça, c'est aussi un geste parasite. Les mains dans les poches, les mains sur les cheveux, tout ça, il faut éviter cela parce que c'est ce qu'on appelle des gestes parasites, des gestes donc qui viennent parasiter votre prestation et la rendre beaucoup moins élégante. Donc les mains croisées, Omar, la prochaine fois, il faudra, comment dirais-je, essayer de bannir cela. Alors, en termes d'arguments, Omar est revenu sur l'inefficacité tout simplement des investissements qui ont trait aux politiques publiques liées à l'emploi. Donc il a parlé de l'inefficacité des milliards, il a parlé des enveloppes budgétaires mal négociées, ce qui est une réalité en Afrique. Il a parlé du défaut des États dans l'élaboration des politiques économiques stables. Donc ça, c'était vraiment l'argument phare qu'il fallait développer chez vous. Et effectivement, vous avez eu raison d'insister là-dessus. Parce qu'on remarque que les politiques publiques qui sont liées à l'emploi sont, comment dirais-je, caractérisées tout simplement par un défaut de pertinence, un défaut d'efficacité, un défaut d'efficience. Et donc tout cela permet d'affirmer dans une certaine mesure que l'État est le responsable exclusif du chômage en Afrique. Par rapport aux 2 prestations que je viens de citer, l'autre problème que j'ai détecté, c'est par rapport aux sources. La manière de convoquer les sources. Anna est entrée sur une statistique, 60% que j'ai relevée. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas d'où viennent ces 60%-là. Nous ne savons pas qui a affirmé qu'il y avait 60% de jeunes chômeurs en Afrique. Nous ne savons pas quand il l'a affirmé, selon quelles conditions et tout. Donc, avancer une statistique sans pour autant avancer les références nécessaires à sa vérifiabilité en quelque sorte, c'est ruiner tout simplement la statistique. Omar, de même, il a fait état d'une étude menée par la Banque mondiale. Quelle étude? Menée en quelle année? Quel est le nom de l'étude? Quand a été publiée l'étude? Ça, ce sont des arguments qui viennent renforcer l'autorité de cet argument. Sinon, si vous dites une étude menée par la Banque mondiale sans nous faire état, en fait, comment dirais-je, de ces facteurs que je viens d'énoncer, la statistique ou en tout cas l'information passe tout simplement pour du bidonnage. Donc ça, c'était de manière globale ce que j'avais relevé du côté de l'affirmative. Du côté de la négative maintenant, comment dirais-je, lycée Blaise Diagne. Alors, je vais tout de suite emboîter le pas par rapport aux sources, à ce que je disais à l'autre équipe. Les sources ont été un florilège chez vous, mais toujours très mal convoquées. Selon le site, quand, où, est-ce un article, est-ce une contribution, est-ce une statistique? Ça, c'est la première statistique, non, la première information que j'ai relevée chez Mme Fatima Boumou qui avait ouvert le bal pour, comment dirais-je, la négative autant pour moi. Un rapport du FMI, toujours chez Mme Boumou. Quel rapport du FMI? Quel est le nom du rapport? Le rapport a été publié quand? Le rapport fait état de quoi? Donc, si vous nous dites tout simplement un rapport du FMI sans pour autant énoncer les facteurs que je viens de décliner, le rapport va passer pour du bidonnage, comme je le disais de l'autre côté.
Il y a aussi des citations également. Toujours, en termes de citation, il faut évoquer non pas seulement le nom de l'auteur de la citation, mais l'année où il a dit la citation, par exemple, ou si c'était à l'occasion d'une conférence. Donc c'est revenu 2 fois, une fois chez Madame Fatima Boumou, avec une certaine dame Vera qui affirmait, et ensuite Thabo Mbeki, ancien président du Sud-Afrique, ancien président de l'Afrique du Sud également. Il fallait toujours convoquer la date de la citation et également le contexte de la citation. Si la citation a été dite à l'occasion d'une conférence, si la citation, mais généralement pour les citations, la date peut suffire, tout simplement. Mais selon Thabo Mbeki, tout simplement, et s'en arrêter là, ça c'est quelque chose à gommer également pour plus justement de scientificité. Alors du côté des arguments, avant cela, Madame Fatima Boumou a bien planté le décor en nous faisant une description de ce que l'on peut entendre par le chômage. Et elle a eu l'avantage de joindre à sa définition, nécessairement, surtout par rapport à leur position, l'entendement que l'on doit avoir du terme exclusif. Exclusif veut dire tout simplement que toute la responsabilité repose sur l'État en dehors de toute autre responsabilité. Elle a bien fait de préciser cela. Et donc c'était la meilleure manière, ou en tout cas le meilleur angle d'attaquer ce match chez eux pour dédouaner l'État d'une part de sa responsabilité, d'une partie ou de toute sa responsabilité. Pour ce qui est des arguments, il a fait état des crises internationales, le contexte international, oui, ça a une certaine prégnance et aussi a des répercussions sur en fait ce qui se fait à l'intérieur de l'Afrique. Comme on le dit souvent, le monde est devenu un village planétaire. Donc de telle sorte que par exemple, un Poutine qui éternue en Russie, qui attrape le rhume autant pour moi en Russie, le Sénégal peut en éternuer et vice versa. Bon, vice versa, non, pas chez Poutine quand même. Mais vous comprenez l'idée en tout cas. Donc, elle a fait état également des chocs extérieurs et des politiques extérieures. Par rapport aux politiques extérieures maintenant, ça c'était un argument que j'avais qualifié personnellement d'argument à double tranchant. Mais heureusement pour vous que l'autre équipe n'a pas profité de la balle que vous leur jetez au rebond. Parce que politique extérieure, oui, mais il fallait aussi les rappeler de ce côté que ce sont les États africains eux-mêmes qui souscrivent souverainement à ces politiques extérieures. Les politiques ne sont pas imposées. Quand nos chefs d'État vont pour signer des accords, ils ne subissent aucune pression. Ce sont eux qui engagent en quelque sorte leurs États dans une politique, dans des politiques autant pour moi auxquelles ils souscrivent. Donc ça, c'était du côté de Mme Fatima Boumou. Pour en venir à Khalidou, ce que je disais sur les sources s'applique à vous aussi, eu égard à l'évocation de certaines de vos sources. Par exemple, le rapport sur le GIEC, c'est très intéressant. Le groupe d'experts, le groupe intercontinental d'experts sur le climat, d'autant plus que c'est un groupe qui est d'autorité tout simplement. En matière de climat, si vraiment vous voulez débattre et que vous évoquez le rapport du GIEC, d'office, vous avez l'attention de celui qui vous écoute, parce qu'il sait que ce sont des scientifiques qui sont spécialisés dans des questions climatiques, qui font état de ce que vous dites. Et ça renforce l'autorité de ce que vous dites. Mais malheureusement, en dépit de tout ce que je viens de dire, si vous ne nous dites pas le nom du rapport du GIEC concerné, l'année du rapport du GIEC concerné, la date de publication du rapport du GIEC concerné, l'argument va tout simplement passer pour du bidonnage. Et pareille chose, c'est noté également dans la citation de Kofi Annan, où et quand. Et voilà, c'était les deux que j'avais relevés du côté de Khalidou. Alors, du côté, comment dirais-je, des arguments, Khalidou est également revenu sur ce qu'on appelle la conjoncture mondiale tout simplement, pour expliquer que ce qui se fait en Afrique dépend aussi de ce qui se fait à l'extérieur. Et il est revenu sur un angle d'attaque qui est très intéressant. Il a eu raison d'insister là-dessus, à travers le changement climatique qui a des répercussions sur nos politiques, en quelque sorte, à travers surtout les ravages que cela engendre presque dans tous les pays du monde, mais la prégnance est d'autant plus subie par l'Afrique, ce qui est d'autant plus regrettable en sachant que l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui fait face le plus aux effets désastreux du changement climatique. Donc là, c'était un angle d'attaque intéressant. Il a aussi parlé de la pression extérieure, il a parlé des conflits extérieurs armés avec l'argument très convaincant du conflit ukrainien. On se souvient tous de ce contexte où la plupart de nos chefs d'État, malheureusement, s'étaient rabaissés à aller manger du blé. Tellement les populations en avaient, comment dirais-je, rarement ici sous nos contrées. Tout cela parce que de l'autre côté, à des milliers ou même à des dizaines de milliers de kilomètres de nos frontières, deux États qui nous sont totalement étrangers sont en train de se faire la guerre et c'est nous qui souffrons de famine. Et comme je le disais tout à l'heure, quand Poutine attrape le rhume, finalement c'est nous qui éternuons et pas vice-versa. Donc ça c'était également un argument intéressant à faire valoir. Donc de manière globale, c'était ça du côté des deux équipes. Donc nous allons sans plus tarder passer au moment tant attendu de la déclinaison des résultats. Alors vous voulez du suspense ou pas?
pas de suspense? Qui veut du suspense? Qui veut du suspense? Abdo, tu veux du suspense? Alors, les autres, s'il vous plaît, les autres, le suspense n'est pas pour vous, c'est uniquement pour Abdo. Donc Abdo, on y va pour le système. Non, finalement, j'étais déjà sûrement lancé, donc je vais y aller. Donc l'équipe qui s'est imposée, et l'équipe qui ne s'est pas imposée n'a pas démérité. L'équipe qui a gagné aujourd'hui est constituée en binôme, un binôme mixte, c'est-à-dire un garçon et une fille. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est mixte, vous ne savez pas, je sais que vous ne savez pas. Et l'équipe qui n'a pas découragé, n'a pas démérité également, est constituée en binôme, c'est-à-dire un garçon et une fille pour ceux qui ne savent pas encore. L'équipe qui s'est imposée, non, avant cela, pour le prix du meilleur débatteur du match au prorata des notes délivrées par le jury, le prix du meilleur débatteur revient à Madame Fatimatou Boumou. Félicitations à vous. Merci. L'équipe qui a gagné a totalisé une moyenne. Est-ce que j'ai des mis encore? Désolé, la fiche est remplie. Tout cela, je dois chercher la statistique. Je cherche. D'accord. Bon, j'ai trouvé finalement. L'équipe du lycée d'excellence Birago Diop a totalisé une moyenne de 58,12 sur 100. Et l'équipe du lycée Blaise Diagne a totalisé une moyenne de 87 sur 100. Félicitations.